Je suis toutes les femmes qui ont fait la différence, les femmes qui feront la différence. Les femmes dans l'ombre, les femmes dans la lumière, les femmes qui inspirent le changement, les femmes qui dirigent, façonnent et se font entendre. Je suis toutes les femmes qui réinventent l'Afrique. Nous avons le pouvoir de changer le monde. Nous n'accepterons rien de moins. Nous sommes maîtresses de notre destin. Grâce à notre sororité, notre savoir, notre leadership, grâce à notre détermination et à notre courage. Nous sommes les femmes qui actent le changement. Women Working for Change. Mesdames et messieurs, un accueil très chaleureux à cette table ronde très spéciale, ce panel et cette session sur des marges au courant dominant, l'influence croissante des femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Nous sommes absolument honorés d'avoir parmi nous deux intervenantes vraiment de très grande qualité qui présentent énormément d'expérience et d'expertise à notre discussion. Tout d'abord, nous avons parmi nous Madame Isabelle Lesegina, administrateur indépendant et membre du comité d'éthique et de conformité à Eurobank en République démocratique du Congo, avec une expérience très impressionnante en tant que partenaire de Managing Director à Anis et directrice indépendante non exécutive à Eurobank. Isabella a travaillé à travers différents rôles, à travers le domaine des affaires internationales, la finance, ainsi que les conseils. Bonjour Isabelle, bonjour, merci de m'accueillir parmi vous. Nous avons aussi parmi nous Madame Nana Araba-Aban, directeur du groupe pour les services bancaires aux consommateurs, le groupe EcoBank transnational incorporé donc à Ghana. Donc, elle est comptable certifiée avec plus de 28 ans dans les services financiers. C'est une professionnelle avec énormément d'expérience dans l'expertise, dans les opérations bancaires, au détail numérique, ainsi que la comptabilité de produits. Ensemble, elle représente ce paysage dynamique de l'influence des femmes dans le monde des grandes entreprises. Aujourd'hui, nous allons explorer les questions très importantes concernant la diversité dans les questions de genre, le potentiel de croissance et aussi comment surmonter les défis que nous devons affronter. Bonjour Nana, bonjour. Donc, je suis ravi de vous avoir toutes les deux parmi nous. Nous allons avoir 30 minutes d'une discussion qui va vraiment nous donner énormément d'idées pour nous inspirer. Je vais vous présenter quelques questions. J'en ai quelques-unes qui sont préparées pour vous deux, chères mesdames. Et je vais commencer avec vous tout d'abord, Isabelle. D'après vous, quels sont les facteurs principaux qui contribuent à la sous-représentation persistante des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises et comment est-ce que ceci peut en fait être adressé aussi bien au niveau systémique qu'au niveau individuel? OK, je pense que la raison pour laquelle donc nous avons un faible nombre de femmes dans les conseils d'administration, c'est de par les croyance systémique, conscience et inconscience, ce que j'appelle en fait la résistance, quand on va vers une voie avec la moindre résistance. Et cela est reflété dans trois éléments. Donc, la pupille réseau la représentation. Juste pour éclaircir ce que je veux dire, une des réponses les plus communes à la question pourquoi est-ce que vous avez un manque de diversité dans votre conseil d'administration ou ailleurs, c'est qu'habituellement, on nous dit on ne trouve pas de talent féminin. Et cette réponse est donnée parfois dans des panels et dans d'autres secteurs. Et tout d'abord, je veux m'attaquer à ce mythe parce que nous avons des talents féminins. En ce qui concerne donc l'élément de pipeline, donc considérons la mortalité de façon très traditionnelle et monolithique avec les anciens CEO et CFO de la banque de la même région avec les mêmes antécédents, les mêmes contextes, etc. Alors que si nous considérons les challenges et défis actuels et futurs que doivent affronter les conseils d'administration en termes de personnes, en termes de clientèle, en termes de talent, en termes d'engagement des parties prenantes, et des changements aussi plus complexes et même géologiques avec la transformation, par exemple, en ce qui concerne le SG, juste pour en nommer quelques-uns. Alors, nous avons un nouveau
c'est un nouvel ensemble de profils qui apparaît avec des compétences spécifiques pour explorer cette pipeline. Deuxièmement, ce qui concerne le réseau, même s'il y a donc des recruteurs pour les conseils de membres d'administration, ce stade est toujours recruté d'après les recommandations des membres et les réseaux, et ça c'est la nature humaine en fait, les gens qui restent dans leur zone de confort. Donc en fait, à moins qu'il y ait une certaine intentionnalité, et je vais utiliser ce mot beaucoup souvent durant notre table ronde, je pense que donc dans cette recherche, dans cette pipeline, nous allons toujours avoir avec les conseils d'administration tels qu'ils sont actuellement. Enfin, la représentation, et c'est là où nous devons avoir des initiatives individuelles. Quant à ce que nous devons faire, nous avons tous besoin d'avoir des modèles, en fait, pour émuler ceci et nous aider à voir ce qui est possible. Donc, les membres féminins des conseils d'administration doivent communiquer d'autant plus aux jeunes leaders pour leur montrer qu'il y a une voie possible pour devenir membre de conseil, parce que je pense que la représentation, ça compte, et je pense que je vais me focaliser sur ces trois éléments-là pour répondre à votre question. Absolument, Isabelle. Donc, comment pouvons-nous alors assurer la diversité dans les conseils d'administration à partir de tout ce que vous avez indiqué? Comment pouvons-nous nous assurer que cela devienne une priorité principale pour les PDG? Et si, ou bien, je pense que, encore une fois, nous devons parler de l'intentionnalité, c'est-à-dire que vous devez travailler sur une stratégie qui encourage la diversité. Et ceci, c'est une question d'intentionnalité et de gouvernance. Donc, nous commençons vraiment à partir du sommet avec la direction, le PDG, le conseil d'administration pour intégrer la diversité dans la raison même de l'entreprise et dans ce mandat et de communiquer cela de façon claire. Et quand nous parlons donc de gouvernance, il y a ce dicton qui dit que vous ne pouvez mesurer que ce que vous pouvez mesurer. Donc, vous devez tout d'abord gérer ceci et mesurer cela à travers un engagement volontaire en établissant des politiques et des systèmes qui font que cela puisse se dérouler avec transparence. Ensuite, vous devez faire venir donc des personnes qui adhèrent à cela, avec des collègues masculins aussi, qui puissent adhérer à ceci afin que les personnes comprennent pourquoi la diversité, c'est une bonne chose à faire. Isabelle a beaucoup parlé donc d'intentionnalité. Passons maintenant à différentes stratégies aussi pour encourager les participations au conseil d'administration. Nana, ma prochaine question est pour vous. Donc, d'après vous, quelles sont les stratégies spécifiques ou initiatives qui, d'après vous, sont absolument cruciales pour les organisations afin de pouvoir adopter et d'adopter cela afin de pouvoir encourager plus de femmes qui puissent postuler et sécuriser des positions au conseil d'administration pour encourager donc un paysage qui soit plus divers et inclusif en termes de gouvernance pour les grandes entreprises. Merci, merci Déborah. Je pense que je peux m'appuyer sur ce que Isabelle a déjà présenté. Je pense que certaines des stratégies incluent notamment le fait de démanteler les obstacles, c'est-à-dire que nous devons tout d'abord nous questionner des biais conscients et nous devons donc aussi les défier. Nous avons donc besoin de former nos membres de conseil d'administration et nos équipes de direction sur le fait d'adresser les biais implicites. Et donc, je dis que en fait, nous devons les former parce que ces préjugés sont inconscients. Et donc, en tant que conseil d'administration et en tant qu'équipe directrice, nous devons donc vraiment nous focaliser sur le changement des états d'esprit à travers la formation et aussi nous devons nous pencher sur les comités de nomination, c'est-à-dire quelle est la diversité de ces comités de nomination et comment sont-ils ouverts pour accueillir à bras ouverts cette diversité au conseil d'administration. Nous avons aussi besoin de travailler sur le fait de déconstruire certains des stéréotypes en place. Nous avons besoin d'avoir une attitude très délibérée pour démontrer à quoi ressemble la réussite et le succès avec des femmes qui sont membres de conseil d'administration, c'est-à-dire comment est-ce que vous présentez ces histoires de réussite et comment vous pouvez souligner la valeur qu'elles apportent autour de la table. Et je pense que donc, ceci va venir sous l'égide de démantèlement de certains de ces obstacles et barrières. Mais nous devons aussi donc être délibérés quand nous développons cette pipeline, c'est-à-dire quel est le travail que nous faisons en termes de mentorat et en termes de parrainage en connectant des femmes de niveau supérieur avec des candidats qui aspirent à devenir membres de conseil d'administration pour les orienter, pour le plaidoyer. Vous savez, je pense que les organisations doivent être très délibérées dans ce sens avec des programmes de développement du leadership pour équiper les femmes potentielles avec aussi bien des ensembles de compétences spécifiques et du savoir pour les préparer pour les opportunités potentielles au sein de l'organisation, au sein de l'industrie et aussi hors de l'organisation et donc hors de l'industrie aussi. Et en fait, nous avons besoin de réécrire certaines des règles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous avons vraiment besoin de considérer donc la possibilité donc de créer donc des comités de nomination de conseil d'administration qui vont assurer qu'il y ait une perspective diverse. Et je pense que j'ai parlé de cela quand j'ai parlé du démantèlement donc des barrières et des obstacles et aussi donc des
quotas. Je sais qu'il y a des points de vue différents concernant les quotas, mais je pense que nous devons avoir une attitude délibérée pour démarrer, pour établir certaines cibles. Ça, c'est du moins le pourcentage minimum de représentation que vous souhaiteriez voir à représenter un conseil d'administration. Donc, avec EcoBank, par exemple, on n'a pas établi un quota de 40%, et je parlerai un petit peu plus de cela un peu plus tard. Et je pense que j'aimerais aussi donc parler donc de comment amplifier l'impact que les membres féminins de conseil d'administration qui sont expérimentés ont en fait à leur disposition. Nous avons besoin d'assigner des femmes à des comités où leur expertise et leurs perspectives seront valorisées. Nous avons besoin de créer aussi des cercles de mentorat où, par exemple, vous avez donc des membres de conseil d'administration féminine avec beaucoup d'expérience qui puissent donc ensuite devenir mentors pour les nouveaux membres du conseil d'administration. Et nous devons aussi bien sûr célébrer le succès, c'est-à-dire que nous avons besoin de reconnaître de façon publique avec une célébration des contributions des membres féminins des conseils d'administration. Et je pense que cela va vraiment aller envers une amplification des impacts. Donc ça, ce sont certains points que j'aimerais partager avec vous concernant certaines des stratégies ou pour l'encouragement de la participation avec une perspective de genre à ces conseils d'administration. Merci. Ce sont de brillantes stratégies, Nana. J'apprécie vraiment le fait que vous ayez mentionné tout cela et j'aimerais que vous partagiez avec nous et avec notre public aujourd'hui. Que pensez-vous qui, d'après vous, seraient des exemples d'initiatives à grand succès au sein d'organisations qui ont priorisé la diversité en matière de genre au niveau des conseils d'administration avec un impact positif sur la croissance des entreprises et de la durabilité? OK, bien. Sur ce point, je pense que je peux partager certains points avec vous. Je vais commencer tout d'abord, évidemment, avec EcoBank. J'ai déjà mentionné initialement que nous avions établi des cibles pour une représentation féminine au conseil d'administration avec une représentation d'environ 40%. C'est une cible directionnelle. Aujourd'hui, nous en sommes vers une trentaine de pourcents et nous sommes en train d'évoluer dans cette direction en général. Et ça, c'est pour EcoBank à travers notre réseau de 33 marchés sur lesquels nous sommes présents sur le continent et quelques marchés à l'extérieur du continent. Donc évidemment, cela prend du temps, mais c'est très délibéré. Et je suis ravi de dire que nous progressons dans la bonne voie à cet égard. De plus, avec EcoBank, nous dirigeons aussi des programmes Women in Leadership, donc des programmes de femmes dans des positions de leadership, vraiment pour préparer les femmes au leadership et pour les opportunités potentielles de joindre les conseils d'administration, et si je peux utiliser un mot qui a été donc une phrase adoptée par Isabelle, nous devons être très intentionnels. Nous devons faire ceci de façon intentionnelle et nous devons nous y tenir. Ces cibles directionnelles prennent du temps. Je pense que l'engagement de l'organisation nous permet de pouvoir travailler à travers ceci et sur cela au fil des ans pour créer donc les bonnes pipelines. Un autre exemple aussi donc que je trouvais assez intéressant, c'était donc le groupe Dangote, en fait, où en fait, ils ont déconstruit leur comité de nomination avec un accent porté sur la parité en matière de genre et aussi donc avec des formations concernant les préjugés inconscients, avec des partenariats avec des organisations de femmes professionnelles, avec des institutions tertiaires afin de pouvoir sourcer en fait des candidats féminines donc pour des rôles pour que qu'elle soit disponible lorsqu'il y a des disponibilités en termes de rôle de conseil d'administration. Et donc aussi, le Equity Group Holding, c'est un autre groupe aussi qui en fait a lié aussi bien la diversité au programme ESG. Et ça, c'est vraiment au niveau le plus élevé. En tant que conseil d'administration, cela sera mesuré par le niveau de diversité qu'ils ont donc au conseil d'administration. Et le dernier point que j'aimerais partager aussi, donc, c'est pour RTL Africa, où en fait, ils ont fait un partenariat avec UN Women, l'organisation des femmes des Nations Unies, pour créer donc des initiatives de femmes au conseil d'administration et vraiment pour développer une pipeline pour des femmes qui sont prêtes à prendre des postes dans des conseils d'administration. Je pense que ce sont des bons exemples qui, je pense, auront le bon impact requis sur le continent. Ceci est très encourageant quand je vous écoute. Il y a beaucoup de groupes et d'organisations en Afrique qui donc adoptent l'agenda de diversité en matière de genre aussi en ce qui concerne les priorités. Voilà, donc quand ceci se déroule, et Isabelle, j'aimerais parler de l'impact de la sous-représentation sur des prises de décision. En considérant votre expérience, comment est-ce que vous voyez donc une sous-représentation des femmes dans les conseils d'entreprise et des grandes entreprises affectant les processus de prise de décision au sein d'une organisation?
Bien, je pense que la présence au Conseil ou alors le leadership dans son ensemble avec la question concernant le manque de diversité, avec les réflexions de groupe où tout le monde pense de la même façon, avec les mêmes antécédents, les mêmes contextes, et c'est quelque chose qui confirme les préjugés et l'internalisation ou de rien qui n'a été mentionné en ce qui concerne les croyances et les systèmes. Et donc, avec ces préjugés inconscients qui sont ensuite présents dans les systèmes et ensuite qui sont donc internalisés. Donc, ce que nous créons, c'est un environnement où ce sont les leaders qui prennent ces décisions, qui ne reflètent peut-être pas les parties prenantes et qui peuvent couvrir peut-être 50% du monde ou 50%, ou plutôt qui peuvent prendre des décisions alors que 50% du monde est couvert par des femmes. Et donc, ils peuvent peut-être ne pas prendre de décisions qui peuvent bénéficier des parties prenantes avec le créateur d'un système ou d'une organisation avec un problème d'externalité de risque qui pourrait peut-être ne pas être compris, ou alors une réflexion parce qu'il n'y a pas de femmes, ou en fait, en se disant, bon, normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. En général, ça, c'est mauvais pour la culture, c'est mauvais pour l'inclusion et c'est mauvais pour la rétention des talents. Et je dirais qu'il y a des centaines d'études qui établissent le lien entre la diversité et la performance avec des conseils d'administration qui démontrent une certaine diversité ont un meilleur niveau de performance. Donc, juste en fait, ça, c'est bon en termes de business et en termes d'activité commerciale. Bien, Nana, avec 28 ans d'expérience, que diriez-vous et d'après vous, que diriez-vous en ce qui concerne le manque de diversité et comment cela pourrait avoir un impact sur une organisation au niveau du conseil d'administration? Bien, vous savez, encore une fois, je vais m'appuyer sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la réflexion de groupe, c'est le meilleur moyen de vous retrouver bloqué dans votre capacité à capturer un marché pour avoir un impact sur le marché et d'avoir la croissance en tant qu'entreprise. Et si donc une organisation, en fait, n'est pas délibérée en ce qui concerne le fait d'avoir ces perspectives diverses, ces approches, je pense que cela limite vraiment la taille du marché que vous puissiez prendre et capturer. Je pense aussi que au-delà d'améliorer votre image de grande entreprise, bien sûr, et votre réputation de marque, nous trouvons aussi que les femmes directeurs sont souvent des personnes qui s'expriment beaucoup plus en ce qui concerne donc les facteurs ESG en général. Et donc, avec la direction dans laquelle évolue le monde aujourd'hui, je pense que c'est important de pouvoir être en capacité de tirer des talents vraiment au top qui peuvent en fait guider un peu plus de cette réflexion autour des facteurs ESG et contribuer à une création de valeur à long terme de l'organisation. Aussi, bon, il se peut que ceci soit quelque chose dont nous pouvons débattre peut-être, mais je pense que les femmes directeurs font beaucoup plus attention, elles posent beaucoup plus de questions probantes et je pense que ceci nous aide pour avoir donc une réflexion beaucoup plus approfondie sur ces évaluations de risque. Et donc ça, c'est le bon équilibre à porter à un conseil d'administration, notamment lorsque vous considérez donc la réussite à long terme de l'organisation. Donc je pense que ces points vraiment valent le coup d'y réfléchir pour toute organisation qui a une faible représentation de femmes à son conseil d'administration. Isabella, j'ai vu votre réaction quand Nana est en train de parler. Y a-t-il quoi que ce soit sur lequel vous souhaiteriez réagir? Non, non, je suis entièrement d'accord avec Nana. Je pense que nous ne voulons pas vraiment entrer dans les stéréotypes de genre, mais les femmes, en fait, sont beaucoup plus focalisées sur les facteurs ESG, la durabilité, comment l'ensemble de l'écosystème peut bénéficier de cela et comment ceci peut être une croissance qui bénéficie à tous plutôt que simplement d'avoir donc un état d'esprit qui ne soit pas approprié. Donc, comment avoir cet état d'esprit porté vers la croissance et comment cela peut jouer un rôle dans certaines discussions, comment la partie sociale peut être étendue ou la gouvernance ou la partie environnementale peut jouer son rôle. Et très souvent, bon, c'est en train de changer, mais très souvent dans les secteurs financiers, dans une région, on se focalise sur certains éléments, mais les facteurs ESG sont un peu plus comme des éléments, un peu comme la RSE. Et je pense que les femmes au conseil d'administration sont une possibilité d'élever cette discussion et de montrer que les facteurs ESG, en fait, sont une possibilité, donc, non seulement d'être un avantage pour le système à la banque, mais aussi de générer des opportunités. Bien, et Nana, vous avez mentionné un petit peu auparavant l'importance d'appartenir, d'adhérer à du mentorat et des programmes de mentorat et de leadership. Et c'est ma prochaine question pour vous et pour Isabelle. La reconnaissance de l'importance donc de programmes de mentorat et de parrainage. D'après vous, quel rôle est-ce que ces programmes peuvent jouer pour faciliter l'avancée des femmes
dans des rôles au conseil d'administration? Bien, je pense que cela joue un rôle très important. Il y a beaucoup d'organisations en Afrique qui font un travail absolument extraordinaire. Vous avez donc Boardroom Africa, qui est un réseau qui, il me semble, regroupe quelques 500 femmes non, pardon, quelques 300 femmes dans ce réseau, en fait, des femmes absolument extraordinaires avec cette sororité qui fournit une formation sur les facteurs ESG, sur la gouvernance et tout ce qui se trouve donc dans cette canalisation donc de femmes prêtes à joindre les conseils d'administration maintenant. Donc, vous avez d'autres organisations aussi qui ont ajouté ce réseau. Donc, ces réseaux peuvent fournir des talents, en fait, si vous avez rejoint cela, mais aussi il y a des canalisations et des réseaux donc qui peuvent donc faciliter ces groupes de femmes. Et donc, c'est important quand on pense au réseau et de penser à ce genre de confort en termes d'organisation, avec des organisations qui peuvent en fait donc faire venir ces réseaux au sein de l'organisation et donc faire croître ces cercles de réseau pour et cela donc fait qu'ils n'auront plus d'excuses pour dire on ne trouve pas le talent féminin parce qu'ils sont présents pour ces organisations. Ces organisations préparent toutes cette femme pour vraiment pouvoir affronter tous les défis que les conseils d'administration doivent affronter maintenant. Bien, donc, à l'ordre du jour, à l'agenda de beaucoup d'organisations en Afrique, nous avons vu cela, nous le voyons aujourd'hui, mais donc les facteurs ESG, mais ma question, c'est pour vous deux. Donc, comment est-ce que vous assurez que l'efficacité et la durabilité donc de ces programmes, au fil du temps notamment? Isabelle, ma question est pour vous. J'aimerais aussi que Nana y réponde aussi. Comment assurer la durabilité de cela? Très bien, ça va être quelque chose d'assez controversé. Je vais m'appuyer sur ce qu'a dit Nana. Donc, en ce qui concerne les quotas, ou du moins, je vais appeler cela des engagements volontaires. Je pense que nous devons vraiment joindre les actes, la parole, les actes à la parole. Et donc, nous devons vraiment nous engager en ce qui concerne un nombre qui va nous diriger, nous diriger, qui va être une inspiration pour la direction que nous souhaitons suivre, en étant vraiment transparent, et cela va nous permettre d'établir la traçabilité, parce que comme je l'ai dit, vous ne pouvez gérer que ce que vous pouvez mesurer, et cela va attirer donc cette évolution-là, et c'est vraiment une question de déconstruire ces préjugés, ces préjugés, ces idées conçues. Donc, un petit peu, c'est comme le fait d'avoir une impression, on va se dire peut-être on va promouvoir les femmes plutôt que les hommes. Et le problème, c'est que, bon, certaines veulent promouvoir des femmes même si elles ne sont pas compétentes. Non, non, la question, ce n'est pas ça. Le fait est que les femmes sont compétentes, mais les systèmes qui sont en place, les systèmes, les politiques, les procédures en interne pour adresser le fait que les femmes puissent avoir la même équité dans ces positions. Et ce que nous faisons, c'est d'avoir un jeu d'égalité, un terrain de jeu un terrain égal, avec un jeu d'égalité égale, où nous avons besoin d'avoir des alertes, par exemple, avec le besoin d'intervenir à de nombreuses organisations et, par exemple, de dire on ne va pas peut-être juste ne pas se pencher sur cela, mais nous avons besoin de croître avec ceci euh, on a besoin d'avoir donc parfois, c'est facile à dire, mais les hommes parfois ont besoin que d'autres personnes leur disent ça c'est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle le leadership joue un grand rôle dans ce sens. Donc je dirais les quotas, des cibles, l'intentionnalité, donc ces alliances et de juste y aller. Nana, je souhaiterais entendre votre contribution dans ce domaine. Oui, vous savez, donc bien au-delà de ceci, je dirais aussi que nous avons besoin aussi d'encourager, de favoriser des écosystèmes qui soutiennent les femmes leaders avec des programmes de mentorat, de parrainage qui sont très, très importants. Et aussi, l'accent porté sur l'impact et pas juste sur les éléments qui tournent autour de cela. Et je pense que c'est aussi le point présenté par Isabelle, c'est-à-dire que les femmes sont sélectionnées d'après leurs capacités, d'après leurs compétences. Et nous avons en fait vraiment besoin de nous focaliser aussi sur l'impact qu'elles ont sur les conseils d'administration, n'est-ce pas, afin que ceci ne soit pas considéré comme étant juste un geste fait juste pour cocher une case. Je n'ai absolument aucun doute dans mon esprit que nous avons donc énormément de talents à notre disposition et que les organisations devraient tirer parti de cela et qu'en fait, nous serons en capacité de voir l'impact, donc au-delà de simplement quelque chose pour satisfaire les quotas en tant que tels. Et vraiment,
Pour revenir au fait de développer cette canalisation, j'aimerais donc souligner le fait que nous avons besoin de développer ceci de façon ascendante, c'est-à-dire ne pas considérer les femmes leaders qu'aujourd'hui, mais en réfléchissant aussi aux leaders futurs qui, dans 7 à 10 ans à partir de maintenant, seront à des positions de leadership avec aussi les opportunités donc de direction que nous créons pour assurer qu'elles puissent atteindre ces rôles de direction et à partir de là, donc passer au niveau du conseil d'administration. Donc, ce sont juste certains points que j'aimerais ajouter. Maintenant, en considérant donc la représentation impressionnante de femmes au niveau des conseils d'administration dans les pays africains tels que le Kenya, le Ghana et l'Afrique du Sud, comment, d'après vous, ceci a contribué à la réussite générale et la performance financière des entreprises sur le continent? OK, bien, donc tout d'abord, laissez-moi commencer tout d'abord en parlant de EcoBank. Ensuite, je pourrais élaborer un petit peu plus en ce qui concerne les autres organisations. Donc, oui, très bien. Donc, nous avons en fait donc établi un objectif stratégique d'arriver à une représentation au conseil d'administration à teneur de 40%. Et durant les 5 dernières années, nous sommes passés de 20% à 36% aujourd'hui. Donc, ça, c'est à travers notre réseau. Et nous pouvons voir une performance commerciale améliorée au sein de l'entreprise au niveau top line où les revenus sont en croissance, les recettes sont en croissance et vraiment, ceci donc soutient le point et confirme le point que un niveau croissant de diversité au conseil d'administration, en fait, apporte de la valeur. Et je dois mentionner ici que la diversité, ce n'est pas juste quelque chose qui est considéré avec une perspective de genre, mais aussi la diversité pour donc les femmes aussi, avec qui viennent de différents contextes, avec différentes expériences. Donc, c'est pas juste une question de suivre la question de genre et la question féminine, mais il doit y avoir même une diversité, même dans cet élément démographique en tant que tel. Maintenant, le fait de mentionner, par exemple, la banque au Kenya, Established Bank au Kenya, où ils ont, par exemple, 50% de représentation au niveau du conseil d'administration, 50% sont des femmes. Et c'est très, très impressionnant. Et ceci a amélioré de façon significative leur rentabilité ainsi que leur impact social. Donc, le groupe Equity que j'ai mentionné un peu auparavant aussi a une représentation féminine de 40% au niveau du conseil. Et ce groupe, en fait, attribue leur réussite et leur succès à la perspective diverse, donc, aux diverses perspectives. Donc, elles ont aussi bien au niveau de leur conseil d'administration et que leurs équipes de direction. Donc, je pense, et équipes de gestion. Donc, je pense qu'il y a des preuves pour démontrer qu'il y a beaucoup plus de réussite que nous pouvons trouver à travers le continent. Et je pense qu'on a besoin de les mettre beaucoup plus en avant et en vitrine afin d'être délibéré en ce qui concerne certaines des interventions dont nous avons parlé afin de voir plus de réussite ainsi sur le continent. Isabelle, que pensez-vous de cela? Bien sûr, la diversité dans le secteur, oui. Bien, je pense que même si en Afrique, le nombre de membres féminines du conseil d'administration est assez élevé, je pense que j'ai vu une étude récemment par rapport au reste du monde et que cela est quand même assez faible. Je pense que c'était une étude de IFC qui disait que vous avez besoin d'atteindre au moins 30%. Ça va être en fait le chiffre magique pour que la diversité puisse vraiment avoir un impact pour plus influencer les politiques. Je pense que nous en sommes à 24-25%. Donc nous sommes en dessous de cela en Afrique et même en dessous du niveau mondial. Donc imaginez le niveau d'impact que nous présenterons en Afrique et dans le monde si nous allons au-delà de ces chiffres. Donc je pense qu'il y a plus de travail à accomplir. Au- nous donc World Bank, on s'est beaucoup focalisé sur le monde externe pendant très longtemps avec l'initiative de promotion des femmes entrepreneurs et leaders avec le Ladies First Programme Financing and Training, donc le programme de financement et de formation pour mettre les femmes en avant. Et nous avons récemment, comme cela a été mentionné, cet élément international avec le PDG, avec le fait de se pencher en interne en joignant United Nations Women for She, cette initiative aussi avec ce challenge. Et je pense que comme vous l'avez dit aussi, de partir d'une approche descendante aussi pour s'engager de façon vraiment active ou avec une politique de genre, pas uniquement au niveau du Conseil, mais aussi avec une politique générale pour pousser à la promotion de plus de femmes à partir de la base. Et nous avons donc, comme toujours, une cible aspirationnelle pour nous diriger. Cette cible est de 50%. Donc, nous sommes toujours à un chiffre assez faible au niveau donc du conseil d'administration, mais au niveau du management, au niveau des collaborateurs, nous sommes à 34%. Donc, nous sommes en
en amélioration et nous espérons que dans quelques années, parce que nous avons cette cible pour une période très courte, donc durant les 5 prochaines années, nous nous serons considérés comme leaders dans ce domaine. Oui, bonne chance pour tous vos efforts. Merci. Juste ma dernière question maintenant, et celle-ci va être adressée à vous deux. Donc, quelles sont les leçons qui, d'après vous, d'autres régions hors et à part le Kenya, le Ghana et l'Afrique du Sud, les pays dans la partie sud-est d'Afrique, quelles sont les autres régions d'Afrique qui peuvent tirer les leçons de cette approche de promotion de diversité en matière de genre dans les positions de conseil d'administration et les positions de leadership? Nana, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à dire. Merci beaucoup. Merci. Donc, je peux pas souligner trop que c'est le point encore une fois, le besoin d'avoir le mentorat et les parrainages, le cette phase pas bien née de fixer des cibles et des quotas pour vraiment faire démarrer, cette initiative. Je pense que ça faut concentrer sur l'impact et également concentrer sur les pourquoi, pas pour le fait pour la diversité pour elle-même. Il faut comprendre pourquoi. Il faut articuler clairement, il y a des avantages, pour le commerce et pour les avantages sociaux pour la direction des femmes, et il faut être conscient également du contexte culturel. Il y a des cultures différentes à travers notre continent et je pense que si nous avons ces talents, des principes fondamentaux, nos approches sont un peu différentes, mais qui peuvent être guidées avec une concentration claire sur quels sont les avantages, pourquoi nous devons avoir une diversité sur un conseil d'administration et utiliser ces outils et ces techniques pour atteindre ces cibles. Merci. Donc, pour ajouter au point de Nana, donc les pays que vous avez mentionnés, Deborah, ils ont tous la diversité au niveau de la direction des entreprises au gouvernement. Donc, ils disent, nous voulons avoir une représentation des femmes au Kenya. Si vous regardez le Rwanda, au niveau du gouvernement, le Nigeria a passé une loi sur le quota pour les conseils d'admission. Ça a commencé une attention du gouvernement de corriger l'attitude envers des femmes. Et donc, il y a eu un fait de dégoulinement, pour ainsi dire, pour ce qu'on peut voir, ce qui est le mieux approprié dans les contextes culturels spécifiques pour un quota ou un engagement volontaire, plutôt de mettre un système et des politiques en place pour encourager les femmes. Et lorsqu'on parle du parrainage et la direction dans l'Afrique francophone, peut-être il y a moins de formations qui sont mesures pour préparer les femmes au conseil d'administration en l'Afrique de l'Est et l'Afrique occidentale anglophone. Donc, il faut l'élargir peut-être dans les autres pays pour avoir une pipeline, cette canalisation de femmes qui sont formées pour pouvoir accéder au poste au conseil d'administration ou donc l'internationalité, la formation dans des pays différents. Absolument. Brillant. Merci beaucoup. Nana, vous avez parlé des contextes culturels et des billets qui ont mis en œuvre. Je voudrais revenir sur ça. J'ai dit, c'était ma dernière question, mais on a encore 2 minutes et je voudrais en tirer parti. Pourquoi vous vous êtes occupé des ces réflexions culturelles? Bon, personnellement, je crois que c'est difficile pour les pays africains. Donc, nous avons la RSA à l'ordre du jour. Nous comprenons les impacts d'incorporer les femmes dans les processus décisionnels, mais il y a toujours l'idée que les femmes l'homme doit toujours avoir le dernier mot. Comment vous réagissez à ça depuis 28 ans que vous travaillez? Donc, je pense que il y a les principes, donc c'est la culture de l'organisation elle-même qui est fondamentale.
Donc, il y a l'organisation, c'est un microcosme d'une société plus large. Et la mentalité de la société, lorsqu'il s'agit du genre, parfois il y a des pays qui sont plus forts que les autres, et il faut l'admettre. Et je pense que la concentration doit être sur les valeurs que ça apporte à la table. Donc, surtout pour les organisations qui, donc pas en opposition aux familles, les organisations ont des objectifs clairs. Si cela s'agit des objectifs financiers, les objectifs sociétaux, donc il faut qu'elles puissent articuler les valeurs ou la valeur qui permet au talent féminin d'avancer au mieux au niveau du conseil d'administration et la valeur que ça représente pour une organisation. Donc, si c'est une entité privée, donc il faut être délibéré pour articuler cette question. Donc, en fin de compte, l'organisation veut atteindre un objectif. Et si je reviens au un point que Isabelle a évoqué sur la réflexion du groupe, nous devons pouvoir démontrer que lorsque tout le monde est dans la position de ces, ou quand il y a la majorité des 17 ont une certaine mentalité, un certain passé, alors l'étendue pour avoir une réflexion plus élargie, des stratégies diversifiées pour analyser les risques et diminuer. Et je pense que donc il faut travailler dur collectivement en tant que femme leader, être consciente et délibérée pour articuler la valeur que cette diversité puisse apporter à la table. Et genre, ce que je dis à la table, c'est à l'organisation en elle-même. Et donc, c'est le conseil d'administration, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est une déclaration assez large, mais il faut revenir au pourquoi et pourquoi, quand on comprend ça, en fin de compte, on va obtenir le soutien pour animer le soutien dont on a besoin. Donc, c'est les chevaux qui sont à l'étable, mais maintenant, on peut catalyser les énergies. Donc, les changements viennent et je vais retenir cette phrase pour conclure. Donc, c'était vraiment fascinant, brillant. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Nana Aban. Merci. C'est une inspiration d'être avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Donc, on pourrait parler encore 2 heures, mais oui, on doit aller faire autre chose. On va réunir notre deuxième panel donc, pour présenter donc, la modératrice donc, qui est responsable de commission marketing. Donc, donc, la fonds de garantie, Nishtip Sethi, directrice groupe de financement. Et donc, il y a une thématique, donc, l'influence des femmes. Donc, on va partager des aperçus de grande valeur pour le trajet des femmes pour le leadership d'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, c'était un panel très intéressant. Merci beaucoup pour tous vos aperçus et des présents. C'est mon plaisir d'être aujourd'hui, de parler à ce public et inspirer les femmes au leadership. Je m'appelle Niship Sethi et je suis directrice du groupe pour les finances structurées au Fonds africain de garantie, AGF. Donc, pour vous expliquer, nous sommes donc une institution financière non bancaire. Donc, l'objectif, c'est promouvoir le développement économique, accroître l'emploi et réduire la pauvreté en Afrique, de fournir les garanties pour stimuler les financements pour les PME, PMI en Afrique, avec un potentiel pour livrer les programmes inclusifs à travers le contrat. Pour l'actuel, pour l'écart de financement, on estime ça à 300 milliards de dollars en Afrique et c'est l'écart, c'est 42 milliards de dollars.
donc pour un consensus mondial pour l'autonomisation des femmes au niveau mondial, pour la bonne gouvernance, la croissance économique, la nutrition, la consommation durable et la durabilité environnementale. Donc, ça montre que les femmes réinvestissent jusqu'à 90% de leurs revenus dans la communauté. Donc, pour les impacts durables au niveau social et environnemental, presque tous les pays africains, les femmes représentent environ 5% de la population. Et en Afrique sous-saharienne, il y a énormément de femmes qui gèrent leurs propres entreprises. Ce n'est pas seulement critique, mais c'est nécessaire. Donc, AGF reconnaît l'importance des entrepreneurs femmes qui contribuent à la croissance économique de façon importante. Et en 2021, on a fait un partenariat avec la BAD pour un programme d'implication des femmes. Donc, les initiatives panafricaines qui cherchent à améliorer l'accès aux finances des femmes à travers le comptant, donc pour gérer les mécanismes et l'assistance technique pour répondre aux besoins des femmes en Afrique. Donc, AGF et la BAD a débloqué jusqu'à 5 milliards de dollars pour les financements des besoins des femmes en Afrique. Et depuis, l'écart est à 42 milliards. Donc, les 4 milliards, donc c'est vraiment une goutte dans l'océan. Et pour nous de réaliser l'objectif et au-delà, cela ne peut être fait qu'avec les partenaires, avec les parties prenantes clés et les acteurs de l'économie. Beaucoup d'entre vous sont présents aujourd'hui. Donc, c'est mon honneur de parler pendant ce groupe de femmes leaders qui soutient toutes les femmes pour participer à ce mouvement pour la responsabilité du genre et donc les femmes qui peuvent impacter sur l'inégalité des genres dans leur communauté, sur la place, dans les marchés, pour ne pas prendre trop de temps, parce que vous avez beaucoup de choses intéressantes à discuter. Je suis très intéressé d'écouter le panel suivant. Simplement, avec une citation de Michelle Obama, un pays ne peut pas s'épanouir si le niveau des femmes est négligé, la contribution de la moitié des femmes. Merci beaucoup de votre temps et de m'avoir permis à parler aujourd'hui. Je m'appelle Vesna June Obasi. Je suis responsable de la commission et marketing à Ingressive. Comment? Cependant, je suis une pionnière, donc ce type d'événement, donc je pourrais parler très longtemps. Donc, utilisez mes haut-parlers. Je vais commencer à buller. Si vous pouvez partager. J'ai qui est PDG de Jumeaux. Elle est beaucoup plus que ça. Elle est aussi un membre du conseil d'une grande entreprise, mais comme je sais, elle a beaucoup de partager avec vous. Je ne vais pas dire que je vais la permettre de parler pour partager ses connaissances avec nous. C'est vraiment très enthousiasmant. J'ai également une de mes personnes favorites dans l'écosystème, Michelle de Jetstream, donc qui est PDG, et elle a fait beaucoup de travail pour lorsqu'il s'agit de vraiment de tirer les logistiques. Donc, si on le sait bien, vous avez mis tout en place pour les règlements. Donc, lorsque elle est vraiment une femme importante, c'est vrai. Et en dernière personne, mais une personne donc, j'ai dit, elle est fascinante. Et Messia, qui est cofondatrice directrice de Chari, donc on va permettre à ces dames de, de partager les connaissances qu'elles ont parce qu'elles sont vraiment fascinantes. Donc, je suis ravi d'être avec toutes ces personnes-là. Donc, bon, je voudrais être vraiment au cœur de la question. Donc, il y a le temps pour le temps. Donc, je vais commencer avec, donc, cette question va directement à vous, Boulay. La première question,
Donc, je sais que vous avez beaucoup d'expérience. La première chose, quelle stratégie ou approche pensez-vous qu'il est essentiel que les femmes entrepreneurs en herbe adoptent pour se positionner en tant qu'entreprise? Euh, donc, il faut que vous rendre ça très clair. Donc, en fait, ce sujet, c'est parler donc comment on fait de la réussite des pionnières pour les femmes africaines chefs d'entreprise en route vers le statut de l'icône. Donc, les startups africaines pour d'avoir le statut de licorne. Comment on voit les femmes font partie de ça? Donc, il y a des chiffres vraiment pas très probants, mais cependant, c'est pas un manque de succès. Donc, je voudrais avoir un moment tournant pour toutes les femmes et toutes les dames. Donc, quelles sont les femmes qui essaient et qui ont beaucoup d'impact sur ce système? Comment ils vont réussir? Donc, quels sont les calendriers? Donc, la question pour vous, Boulet, c'est en termes de comment vous pensez, quelles sont les choses essentielles qui pour adopter, pour se positionner en tant qu'entreprise licorne potentielle en Afrique, compte tenu de votre expérience? Quel est le paysage entrepreneurial actuel de la dynamique du marché? Donc, voilà, quelle est l'essence? Oui, merci Vanessa. C'est une superbe question et je pense que dans la première instance, il faut reconnaître, donc il y a quelques années, il n'y avait pas de l'icône africain du tout. Donc le premier pas, c'est est-ce qu'on peut y arriver? Et pour avoir les organisations comme Better Wave au Sénégal et d'autres, donc c'est la première étape. Et je pense qu'où on va maintenant, donc on voit il y a des possibilités, il y a des très grandes euh, compagnies qui ont une licorne, c'est une évaluation d'1 milliard de dollars, qui c'est vraiment une des entreprises super innovantes et qui avec une très haute performance. Comment on fait d'avoir impliqué plus de femmes dans ces entreprises et avec un peu de recul? Et pourquoi on a besoin de ça? Est-ce que c'est pas assez que les femmes créent des entreprises? Pourquoi elles doivent être des licornes? Et je commencerai par dire simplement c'est important parce que ce type d'entreprise règle des problèmes qui sont importants. Donc, pour trouver ces solutions, si ça vient d'une seule démographie, certains problèmes peuvent ne pas être adressés. Par exemple, dans cette instance, si vous regardez une entreprise comme Lifebank au Nigeria, donc c'est dirigé par une femme, donc elle a commencé à s'adresser aux questions de la mentalité qui est très élevée. Donc, on va avoir plus de ce type d'entreprise qui règle des très grandes questions du contrat. Donc, c'est très important d'avoir des femmes sur les conseils d'administration de ces entreprises. Et quelle est la stratégie à adopter? Donc, la première chose, c'est de faire un audit de soi. Donc, pas une entreprise licorne, c'est pas ce que vous voyez sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment un chemin ardueux et très long. Et donc, c'est un trajet de 10 à 15 années pour y arriver. Vous savez comment vous allez organiser votre vie pour avoir cet engagement. Il va y avoir des changements en cours de route. Donc, il faut aller revenir en arrière pour comprendre les raisons pourquoi vous vouliez faire en premier lieu. La deuxième chose, il faut s'assurer, donc le problème que vous réglez, vous dirigez vraiment des chiffres très importants. Combien de personnes ont ce problème? Quels sont les gens qui sont prêts à payer à la solution? Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça s'applique même aux hommes également, mais pour les femmes, c'est super important pour regarder
pourquoi cet espace plus élargi, les autres personnes vont est-ce que les personnes sont, prêtes à payer? Et la dernière chose qu'il faut avoir dans votre, arsenal, c'est d'investir dans ce que je vais dire, dans votre capital personnel, pour ainsi dire, pour demander des grands chèques. Quels sont quel est ce capital personnel? C'est le capital social, parce que si vous allez construire une entreprise, vous aurez besoin les gens, il faut que les gens veulent travailler avec vous. Donc, il faut dire, par exemple, et ça implique l'intelligence artificielle. Quelles sont les personnalités importantes dans ce secteur? Il faut construire ces réseaux quand vous êtes à l'université, peut-être, vous êtes dans l'environnement institutionnel. Et ensuite, je pensais également, les gens ne parlent pas de ça assez. Donc, quel est votre statut financier propre quand vous commencez ce trajet? Donc, lorsque les gens regardent les internats au haut niveau, pourquoi c'est toujours tel ou tel enfant? Parce que et les enfants ne sont pas payés pour ça. Donc, il faut avoir de l'argent. Et pour l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut avoir le point. Donc, et c'est surtout dans les premières phases. Donc, vous avez des finances pour pouvoir travailler. Donc, il faut investir dans votre propre confiance en tant que capital. Donc, vous pouvez repousser quand les gens font de la pression sur vous. Donc, vous êtes un peu armé ou inoculé, pour ainsi dire. Donc, il y a des choses inattendues, mais avant de rentrer dans comment construire une licorne, c'est comment il faut faire. Merci beaucoup. Donc, c'était vraiment beaucoup d'aperçus. Et ce que j'ai retenu de ça, c'est le capital, surtout le capital social, c'est clé. Parce que ça aide non seulement avec le nombre de personnes que vous voulez attirer, mais surtout lorsqu'il y a beaucoup de propagande entre les entreprises ou les startups. Donc, si vous avez pu accroître beaucoup de capital social, c'est important que les gens ne vont pas simplement prendre ce qui est dit en tant que propagande, savoir, mais je connais cette personne, je travaille, que je connais, je ne crois pas, donc je vais parler à telle ou telle personne, surtout lorsqu'il s'agit de relations, pas uniquement des relations commerciales. Donc, je voudrais, je vais revenir sur la prochaine position. Donc, ce qui montre pour la conversion, donc d'avoir la direction, c'est quelque chose que vous savez, vous, comme j'ai dit, ça a été un trajet très intéressant. Mais est-ce que vous partagez des défis spécifiques que vous avez personnellement rencontrés en tant que femme de chef d'entreprise en Afrique pour comment vous avez surmonté ces obstacles pour créer et développer votre entreprise? Donc, ça prend beaucoup de choses et je sais que vous avez fait beaucoup de ce travail. Si vous pouvez partager ça avec nous. Oui, bien sûr, ça a pris beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie pour construire une start-up à l'échelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont utiles ou que la concentration est sur les opérations et servir les clients. Mais lorsque vous êtes dans la phase de recherche de capitaux, vous avez deux travail, c'est de faire la levée des fonds et de gérer l'entreprise. Et c'est bon, développer les relations avec les réseaux d'investisseurs qui sont potentiellement intéressés d'acheter vos actions. Et ce sont deux ensembles de compétences différents. Il faut développer le deuxième ensemble. Donc, c'est assez difficile et il fallait apprendre parce que j'ai commencé à ça. J'adorais mon entreprise, j'adorais les clients. Mais pour régler le problème, il fallait m'apprendre comment faire le deuxième ensemble de compétences. C'est de lever des fonds, des capitaux. Ce que j'ai trouvé, c'est que donc, les affinités que vous avez entre vous-même et les investisseurs, donc c'était une relation très personnelle. Et comme les investisseurs, ils regardent les chiffres simplement. Donc, mais ça vient vraiment d'un sentiment, d'une conviction
qui vous connecte à vous-même. Donc, si vous regardez ça, vous voyez le paysage pour les investissements, pour les capitaux à risque. Vous regardez combien de femmes sont-ils dans ce domaine. Donc, si vous regardez les capitaux, donc ici, c'est dominé par les hommes, mais nous avons plus de femmes dans notre autour de table dans le monde des capitaux. Donc, il y a 11 à 12% des gestionnaires de fonds féminins. Donc, Jetstream, c'est 41%, donc c'est surreprésenté par rapport aux femmes. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise, donc les femmes vont écrire les chèques pour chèques, donc c'est une façon efficace de lever des fonds. Donc, on écrit des chèques pour $1 million dans la première ronde. Donc, on peut identifier les personnes qui peuvent écrire des chèques à beaucoup de zéros. Donc, c'est une façon importante d'être efficace pour le temps en tant que fondateur. Donc, le chèque environ pour les investisseurs femelles, donc c'est 50% plus important que le montant en moyenne des chèques écrits par les hommes. Donc, on impacte non seulement sur les marchés, mais sur les clients. Nous avons un impact sur les démographiques, sur les États, au niveau du paysage de paysage d'investissement. Donc, c'est pour faire la promotion qui lève les finances dans le monde des capitaux à risque. Ça a des implications en aval. Donc, les compétences de lever des fonds sont universelles et ne sont pas spécifiques aux femmes. Donc, le travail que nous devons faire, c'est d'être très efficace et vraiment, il ne faut pas être poussé par les données avec qui nous ciblons pour les financements et comment nous évaluons si un client vaut la peine. Donc, les 16 heures de conversation et une ronde de devoir de diligence. Et c'est le temps qui est imparti. Il faut être efficace et efficient avec le temps imparti. Donc, vraiment fascinant. Donc, j'ai encore une question et je vais poser ça. Donc, pour ce qui concerne une réponse courte, comment vous identifiez ces types d'opportunités? Donc, vous pouvez dire, donc, et je sais que vous avez pu faire ça de façon réussie, mais pour quelqu'un qui est en difficulté actuellement, comment vous conseillez cette personne de trouver ces opportunités-là? Est-ce que je peux, de votre boîte à outils, donc on peut partager ça? Je pense que la meilleure façon, c'est avec euh, les introductions personnelles, parce que la personne qui vous réfère à quelqu'un d'autre qui connaît l'investisseur, et moi j'ai eu les investisseurs hommes qui m'ont dirigé, m'ont averti en disant fallait pas aller vers telle ou telle personne, mais il faut avoir votre réseau pour faire le dépistage. Il y a des moments où il y a un préjugé inconscient, qu'il y a quelqu'un qui est en dehors de votre écosystème et votre cercle restreint d'investisseurs qui vous croient en vous. Ça doit être les premières choses qui vous donnent des conseils. Donc, c'est vraiment d'avoir des introductions et les dépistages et de personnes appropriées. Donc, Sophie, je viens à vous maintenant et j'ai une question très dure. Donc, maintenant, c'est une chose vraiment fascinante de ce panel, c'est le fait que vous toutes sont donc le continent. Donc, il y a Ghana, Maroc, l'Afrique du Sud. Et donc, maintenant, donc, il y a quelque chose à dire spécifique. Donc, pas de quelque chose. Donc, pour les endroits différents géographiques. Cette question particulière, depuis que, selon vous, sont euh, les experts de résidents, quelles sont les compétences spécifiques ou quotidiennes spécifiques? Donc, il y a les différences en Afrique de l'Ouest et il y a des différences. Donc, vous, donc de votre
interaction, quelles sont les qualités spécifiques, donc les entrepreneurs, surtout de votre point de vue, et comment vous faites le fait sur le marché africain? Parce que la différence des expériences, bah, ça peut être varié d'une femme et de votre propre perspective. Quelles, vous pensez, quelles sont les choses et comment on peut le faire? Donc, c'est ouvert. Donc, selon votre réponse, je veux savoir Bien, tout. je veux vraiment en savoir plus. Merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que en étant basé au Maroc, j'ai une bonne vision de ce qui se déroule dans cette partie du continent, notamment dans l'Afrique francophone. Et c'est marrant que vous indiquiez cette question de cette façon, parce que vous savez, ma réponse va être une réponse à deux niveaux. Donc, tout d'abord, ce que je souhaiterais vraiment dire, c'est que je pense fermement que afin de pouvoir être un bon entrepreneur et un grand leader, vous avez besoin d'avoir des compétences et des qualités qui sont les mêmes que vous veniez de l'Afrique du Nord ou alors de quelque autre partie que ce soit d'Afrique et que vous soyez femme ou homme entrepreneur. Et je pense fermement qu'afin de pouvoir développer une entreprise à grande échelle comme petit entrepreneur pour commencer, vous avez besoin des mêmes ensembles de compétences. Je pense que vous avez besoin d'avoir une vision claire avec une stratégie claire. Vous avez besoin d'avoir les bonnes personnes autour de vous parce que de vous-même et seul, vous n'allez pas y arriver. Vous savez, il y a un dicton en français qui dit que tout seul, vous pouvez aller plus vite, mais cependant, ensemble, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on le dit comme ça en anglais. Donc, ces personnes qui travaillent avec vous sont des personnes que vous avez besoin d'inspirer et de pouvoir les diriger. Et donc, pour moi, les compétences de leadership, c'était vraiment un must pour réussir en tant qu'entrepreneur, notamment dans notre région où il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses auxquels vous pouvez vous identifier et qui peuvent jouer le rôle, en fait, de modèle ou quelque chose qui vous inspire et que vous souhaiteriez émuler. Donc maintenant, en parlant de l'Afrique francophone, il y a quelques entrepreneurs ou entrepreneuses qui ont réussi, qui ont fait beaucoup de très grandes choses. Mais bon, la plupart de ces entrepreneurs sont masculins, mais il y a cependant des entrepreneuses qui réussissent, féminines, qui pensent vraiment que quand vous développez votre propre entreprise à partir de cette région du monde, vous avez vraiment besoin de vous positionner vous-même en essayant de susciter autant que possible l'inspiration auprès de votre équipe afin qu'ils puissent s'identifier à vous, qu'ils puissent ressentir ce que vous ressentez, que ils puissent vraiment donner de leur mieux afin que vous puissiez vraiment développer votre entreprise à plus grande échelle. Donc pour moi, ça, c'est une compétence très spécifique qui est super importante dans la région parce que nous n'avons pas tant de modèles auxquels s'identifier par rapport à d'autres régions dans le monde. Cependant, le deuxième point que j'aimerais mentionner, c'est que je pense que ce qui est très spécifique en ce qui concerne notre région et le fait de construire et développer une entreprise quand vous êtes une entrepreneur féminine, et je pense que ça, c'est la grande différence, c'est en fait votre communauté, votre réseau. C'est un fait. Les femmes entrepreneurs, notamment dans l'industrie technologique en Afrique, ça, c'est mon cursus et mon parcours. Nous sommes malheureusement sous-représentés, donc parfois vous pouvez vous sentir un peu isolé, vous pensez que vous êtes les seuls qui devaient affronter ces challenges et ces défis en particulier. Le fait d'avoir une communauté, un réseau auquel vous pouvez vous adresser et auquel vous pouvez vous identifier aussi, cela vous aide vraiment à pouvoir partager vos problèmes, vos challenges, vos défis et trouver des synergies. En fait, vous aider à pousser en avant une entreprise qui habituellement est aussi dominé par le monde masculin. Et cela peut vous aider à faire avancer ceci d'une meilleure façon. Donc, pour réponse à votre question, je pense que nous pourrons dire de cette façon-là. Je pense que nous avons besoin du même ensemble de compétences, que nous soyons hommes ou femmes, et quelle que soit la région d'origine de notre origine. Mais cependant, quand vous êtes un entrepreneur féminin en Afrique francophone, je pense vraiment que le fait d'avoir une forte communauté réseau autour de vous, d'autres femmes qui essaient de faire la même chose et d'accomplir la même chose et qui font les mêmes choses aujourd'hui peuvent vraiment vous aider à être autonomisé et vous donner les moyens d'agir et à devenir un meilleur leader, en fait. J'adore ça, j'adore cette réponse, c'est vrai. Ça, c'est juste pour revenir sur ce que Sophie a dit. Je vais venir vers vous.
Donc, aussi, mais juste le fait de devoir s'assurer que nous devons faire plus en termes de collaboration intensive et de ce genre de choses. Donc, que pensez-vous? Parce que une des choses que je pourrais dire, c'est que je sais qu'autant que nous souhaiterions avoir ces conversations, donc, générales, ces conversations de genre, et une chose que nous devons réitérer, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir des alliés. On ne peut pas avoir ces conversations sans avoir des alliés avec nous, parce que habituellement, donc, nous n'avons pas les genres de situations des All Boys Club, c'est-à-dire les clubs où se regroupent les hommes avec beaucoup d'expérience, etc., comme c'est le cas dans le domaine masculin. Donc, en fait, nous sommes ouverts au fait d'avoir ces collaborations et ces conversations pour les collaborations, parce que juste en termes de pouvoir être visible, par exemple, en Afrique francophone, vous savez, bien sûr, avec donc l'expérience de naviguer toutes ces différentes parties que vous avez fait, comment envisagez-vous cette collaboration et comment cette collaboration se déroule, où les gens en Afrique du Nord ne se sentent de peut-être un petit peu mis de côté. Bon, vous savez, en Afrique de l'Ouest, les gens sont un peu plus vocaux, etc., pour se mettre en avant, n'est-ce pas, dans ce genre de situation. Et donc, vous dites, OK, peut-être que, bon, c'est ceux qui le veulent le plus, mais c'est peut-être pas nécessaire. C'est peut-être des différents comportements à partir de différents pays ou différentes régions du monde, en fait. Mais donc, en ce qui concerne cette situation, donc, quel serait le meilleur moyen peut-être de s'attaquer à ce mouvement et de s'attaquer peut-être à ces blocs, parce que ça, à nouveau, c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons cela. Donc, je suis juste en train de vous mentionner ce point. Oui, bien, je pense que la collaboration est absolument clé. Et je pense qu'il y a deux façons sur lesquelles nous pouvons nous pencher sur cela quand on a besoin de parler aussi d'alliés. Donc, je pense que le premier point, c'est ce à quoi vous faites référence, c'est-à-dire, comme Sophie l'a dit, c'est un parcours qui peut être isolé. Vous avez besoin de développer un réseau de soutien et vu qu'il y a si peu de personnes féminines, en fait, qui développent des startups, c'est tout à fait sensé de voir un regard porté sur l'ensemble du continent, je dirais même sur les marchés émergents. Parce que si vous considérez ce qui se passe dans les marchés émergents, vous savez, un entrepreneur qui fait un peu de finance au Brésil peut donc beaucoup vous aider et vous soutenir lorsque vous faites ceci peut-être au Nigeria. Donc, il y a définitivement cet élément. Et aussi, vous savez, j'étais assez encouragé en ce qui concerne le fait de voir des femmes qui travaillent pour le changement, Women Working for Changes, ce genre de réseau. Donc, avec, dans des panels précédents, quelqu'un a mentionné donc Boardroom Africa aussi, etc. Et donc, je pense que ce genre d'organisation peuvent vous aider à déclencher la conversation. Mais soyons clairs, vous devez faire ce travail, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous devez en fait communiquer avec quelqu'un pour dire, Hey, est-ce qu'on peut prendre un café? Et parfois, ce que je fais, c'est que quand je suis au Caire, par exemple, je dis, oh, OK, je suis là, est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut discuter? Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire le fait d'avoir ces conversations et de développer les choses à partir de là, pas juste lorsque vous avez une urgence et que vous vous dites, bon, mince, je ne sais plus quoi faire. D'après vous, qu'est-ce que je devrais faire? Bien. Donc oui, ces collaborations sont importantes et nous avons besoin de pouvoir développer à partir de celles-ci et de construire sur cela. Mais je pense aussi que le fait de développer des alliés, c'est quelque chose aussi qui va à travers les lignes de genre. Et donc, vous savez, Michel, vous avez mentionné quelque chose. Vous avez dit les investisseurs masculins disaient, ne perdez pas votre temps là, etc. Je suis certain qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des investisseurs aussi, qui cependant continuent à recevoir du soutien et qui sont des hommes. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous avons besoin de continuer à travailler parce que donc cela ne peut pas, c'est-à-dire que nous n'essayons pas de répliquer ce système actuel qui ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Si c'est dominé par les hommes, on n'essaye pas d'avoir notre propre écosystème spécial sur le côté ici. C'est-à-dire que nous avons tous besoin de coexister. Donc, je pense que cette collaboration a aussi besoin de se dérouler parce que lorsque nous parlons donc de préjugés, une des façons sur lesquelles vous luttez contre les préjugés, c'est en montrant donc des preuves du contraire. Et donc, au plus les hommes ont différents types de conversations avec des femmes entrepreneurs, au plus ils changeront certaines de leurs réflexions et de leur façon de penser. Ils se diront, oh, ce n'est pas vrai que toutes les femmes sont averses au risque ou alors que la sensibilisation au risque, ça ne signifie pas le fait d'être averse au risque. Non, non, non. Donc cela doit se dérouler aussi bien au niveau des réseaux de femmes entrepreneurs, mais aussi à travers ces lignes de genre, je pense. Absolument, c'est fantastique, absolument. Mais bon,
Bien, vous savez, il y a plusieurs éléments qui ressortent de ce qu'a dit Sophia. Donc, là, je vais revenir vers vous, mais juste parce que nous avons une conversation, en fait, il y a juste certains éléments que nous pouvons développer. Donc, évidemment, nous avons parlé donc de la domination, donc des individus, des hommes peut-être des femmes peut-être qui ont que juste 10% de position dans l'équité privée, etc., dans les capitaux privés, etc. Mais les chiffres, en fait, euh, donc, vous savez, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on en vient au fait de ventiler ces données, de voir comment s'attaquer à ces préjugés, et pas nécessairement d'avoir une mentalité de victime. Et donc, j'aimerais juste vous demander en fait comment vous pouvez contrer ces préjugés et ces croyances par les investisseurs, et juste comme vous l'avez déjà mentionné, pour s'assurer, partager, pour s'assurer que cela soit très clair. Donc, quels sont peut-être les trois éléments principaux donc, que nous devrions faire d'autant plus et ce que nous devrions faire un peu moins afin que nous ne commencions pas nécessairement à dépeindre des processus de victimisation. Parce que ce que j'entends souvent, c'est que quand nous faisons, par exemple, la journée internationale des femmes, très bien, on leur donne ce jour-là. Et donc, vous savez, très bien, on peut être pour cela, etc. Et ensuite, on revient donc à nos comportements habituels. Mais bon, la vérité, c'est que c'est pas juste le fait que pour les femmes, on est censé avoir juste une journée internationale des femmes. Pareil pour Noël, ça ne veut pas dire que vous ne donnez plus pas de cadeaux à vos amis durant d'autres jours. Donc, comment est-ce que nous pouvons garder vraiment à l'esprit trois éléments pour pouvoir stopper ces préjugés et nous assurer que nous puissions être plus précis et concis et que nous puissions retirer cette mentalité de victimisation, de victime, afin que nous puissions devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Juste les trois éléments principaux d'après vous. Bien, j'adore le fait que vous me lanciez cette question inattendue. Très bien. Donc, je pense que le premier point, c'est les données, n'est-ce pas? Je pense que quand je réfléchis, et ceci n'est pas unique aux entreprises dirigées par les femmes, mais je dirais que sur le continent africain en général, il n'y a pas suffisamment de données quant à ce qu'il se passe afin que nous puissions en fait comparer ces choses, donc quant à ce qui se passe. Donc il y a quelques données anecdotales un petit peu autour des entreprises dirigées par les femmes, autour du fait que est-ce que les femmes, ça représente de meilleures marges, etc. Est-ce qu'elles prennent moins de risques, etc. Mais je pense que si nous pouvons commencer à avoir des données de comparaison et des données comparables, ceci ferait vraiment la différence. Et puis, je pense que le deuxième point, c'est un petit peu en ce qui concerne l'approvisionnement, du côté de l'offre, en fait, et je pense que vous parliez donc du capital risque dominé par les hommes. Et je pense que dans cet espace, une des choses qui a été suscité beaucoup de conversations, c'est est-ce que nous pouvons avoir plus de représentation féminine. Et donc, vous avez, Michel, mentionné que est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un avec une certaine puissance pour écrire le chèque, etc. Et donc, je vais en fait revenir sur cela comme point principal, parce que oui, nous souhaitons voir le changement, mais je veux aussi indiquer que les femmes ne sont pas un segment homogène, dont vous placez juste une femme là et que tout d'un coup, il y aura soudainement une transformation. Donc, la femme qui est du côté du capital risque est une réelle diversité en termes de ses partenaires féminins. Ou alors, vous savez, il y a une certaine façon pour adresser la diversité du côté du capital risque où en fait, vous trouvez donc des femmes qui en fait ressemblent exactement aux hommes, n'est-ce pas, dans l'entreprise, en ce qui concerne donc leurs antécédents, leur formation, leur contexte socio-économique, etc. Donc, simplement, elles portent une robe et c'est pas ce que nous souhaitons. C'est pas ce que nous voulons dire. Nous voulons avoir une réelle diversité afin qu'elles puissent avoir de l'empathie pour les différents problèmes que les entrepreneurs résolvent, mais aussi donner à ces femmes le pouvoir d'écrire ces gros chèques dont nous parlions initialement, n'est-ce pas? Donc, pour moi, ça, c'est aussi important. Je pense que le troisième point, je dirais, c'est que, donc, vous savez, je pense que afin de pouvoir lutter contre cette perception d'entreprise dirigée par les femmes et le fait que ceci soit risqué, bon, en tant qu'entrepreneur, vous devez aussi être préparé à pouvoir montrer à l'investisseur que votre entreprise ne réduit des risques et donc à un certain point. Et donc, je pense que vous devez être un peu plus innovante autour de comment vous pouvez développer votre entreprise et d'une certaine façon afin que cela soit axé sur les consommateurs, fondé sur les consommateurs, afin que vous puissiez montrer donc cette dynamique, afin que les investisseurs puissent donc à s'investir en premier lieu. Et je pense que ce sont un de ces trois éléments que vous devez être prêt à adresser maintenant. Je suis
vraiment absolument ravi que vous ayez souligné ces points parce qu'il y a donc une partie qui consiste à toujours repenser que donc il y a ce genre de situation type et l'autre partie où vous devez donc juste faire les choses parce qu'au bout du compte, vous ne souhaitez vraiment pas faire quelque chose juste pour le fait de faire ce job. Vous voulez en fait le faire donc dans le sens où pas juste uniquement pour obtenir un financement, par exemple, mais bon, je cherche j'essaie de trouver une meilleure expression, mais bref, vous ne voulez pas le faire simplement pour que ce soit recrutement affirmatif et ce genre de choses. Vous voulez le faire parce que vous savez, c'est visible. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous ne souhaitez pas vraiment juste être dans cette situation où cela est la raison pour laquelle ils vous ont recruté, juste pour cocher cette case. Et c'est juste pour montrer qu'ils puissent ensuite se dire, donc, bon, j'ai une entreprise, j'ai quelque chose qui est solide et pertinent. Et ceci me mène donc à la question suivante. Et je viens vers vous, Michel. Donc, cette forte présence solide. Donc, vraiment, parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de tellement intéressant en tant que modèle d'entreprise que vous dirigez, mais je vais juste, bon, je pense que ce que nous allons voir avec vous, mesdames, quand vous intervenez en termes d'engagement, on pourra se dire, waouh, elles ont une telle réussite, mais évidemment, personne ne connaît vraiment ce qui se passe vraiment en coulisses. Mais donc, Mich, est-ce que vous pouvez juste nous donner un aperçu concernant les défis à relever et que vous avez eu à affronter d'après donc les stéréotypes, les préjugés inconscients, les normes en vigueur que vous avez dû démanteler, les murs que vous avez dû repousser et aussi juste la pertinence de comment vous avez pu faire cela et comment est-ce que cette trajectoire fonctionne pour vous en ce qui concerne donc le fait de réécrire cet élément de victimisation parce qu'à nouveau, je vous vois évoluer, je vois Boulet, je vois Sophia et moi, vous savez, ceci m'enthousiasme, etc., etc. Moi, je me dis, ouais, je peux faire quelque chose, je peux devenir quelque chose. Donc, comment avez-vous pu faire cela? C'est-à-dire quelqu'un qui, bon, je connais certains éléments, mais j'aimerais juste que vous puissiez nous expliquer ceci un peu plus amplement en ce qui concerne ceci pour que les gens qui ne comprennent pas vraiment à quoi ceci ressemble en coulisses. Non, c'est une bonne question. Je voudrais soutenir ce qui a été dit sur les réseaux des femmes et les réseaux, et il faut répondre à tous les défis. Donc, la place où je peux accroître, c'est avoir des réseaux de femmes avec les mêmes mentalités. Donc, il y a très peu d'entre nous, mais il y a des expériences qui sont partagées et ça serait vraiment très puissant. Donc, c'est vraiment un bon résultat, une bonne réflexion de cette session d'aujourd'hui. Donc, quand j'ai relevé des fonds pour chercher des fonds pour Jetstream, quelqu'un m'a présenté un investisseur qui avait un réseau très élargi et il m'a invité du Ghana au Royaume-Uni pour avoir une conversation sur les investissements. Et j'ai réservé mon billet. J'étais prêt, il m'a appelé. Donc, je voulais vous parler d'une chose seule. Oui, bon, comme vous voulez. Il s'agit de quoi? Il m'a dit, je voulais vous permettre de me, me- Donc, est-ce que vous allez avoir des enfants? Donc, c'est quelque chose que je pense. Donc, je vais vous rappeler un peu plus tard. Il m'a appelé un peu plus tard. Donc, je pense pas que c'est une bonne idée que vous veniez à Londres. Donc, ma femme ne pense que c'est pas une bonne idée. Donc, on a une conversation sur les investissements et l'entreprise. Et puis, votre femme qui est après. Donc, je prends l'avion pour le faire. On parle des questions familiales. Donc, c'était vraiment, c'était difficile à comprendre. Ça semait la confusion pour le lever de fonds. Et la réalité, c'était pas il y avait beaucoup de moments très clairs, mais ça m'a aidé à comprendre du point de vue de lever des capitaux. Je devais faire du travail, je devais faire confiance à mon intuition, d'où venaient les gens. Et donc, les femmes font ça naturellement tous les jours. Pour ce qui concerne les défis,
La plupart des femmes ne sont pas spécifiques à mon genre, et c'est en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que le paysage réglementaire, la culture de travail, le Covid, tout ça, ça s'applique à tout le monde. Et il fallait faire avec ça en tant que avec l'entreprise. Mais je dis que une chose que j'aime beaucoup pour l'entrepreneuriat et pour faire sortir un produit sur le marché, ça, il y a un client qui aime le produit, c'est pas important si c'est un homme ou une femme, ils aiment le produit à un bon prix. Donc, de pouvoir produire quelque chose qui est jugé sur ses propres mérités et réussir commercial de la qualité de ce que vous produisez. Donc, voilà, ça, c'est mon, euh, mon meilleure idée pour l'entrepreneuriat, mais les défis sont véritables mais heureusement, il y a beaucoup de défis universitaires. Donc, je vais revenir sur ça. Donc, quand on écoute ça, c'est très bien d'avoir ces retours d'informations, mais il y a des difficultés pour les femmes. Surtout quand vous pensez que je ne veux pas faire ça encore. Donc, comment vous, vous motivez? Donc, comment vous gérez ça? Je pense que l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus sur le chemin d'entrepreneur, c'était une femme fondatrice d'entreprise. Lorsque j'ai commencé, j'ai pas élevé de fonds et elle a levé 250 000 $. C'était le plus que quelqu'un que je connaissais avait trouvé. Et je lui ai demandé comment elle avait fait, quels étaient les défis. Elle m'a dit, donc, le défi le plus grand pour elle, c'est de gérer sa propre psychologie. Et un leader, quelqu'un qui lève des fonds, une personne commerciale, il y a des demandes très importantes sur votre temps, sur la psychologie et la capacité de faire avancer votre entreprise tous les jours, malgré les difficultés. C'est difficile, c'est fatigant, mais je crois que la capacité d'utiliser mes propres réseaux. J'ai des rapports familiaux très rapprochés avec des soutiens hommes et femmes. Je peux parler franchement avec eux. Avec ces systèmes de soutien, franchement, c'est ça qui l'a rendu possible pour gérer la psychologie dans la macroéconomique, la COVID, tous les défis que nous avons rencontrés. Donc, il n'y a pas une solution seule d'avoir un réseau des, donc, des conseillers proches, personnels, pour donner du soutien. Je pense que c'est le facteur de réussite le plus important pour moi, en tout cas. Super. Merci. Je viens à vous, Sophia. Je viens à vous. Donc maintenant, on a parlé un petit peu. Donc, l'une des raisons que nous réitérons à chaque fois la pertinence d'avoir les disparités. Donc, lorsque vous regardez les rapports en fin d'année, donc vous commencez à voir les chiffres. Ils ont que c'est pas très très performant. Vous commencez pas forcément, c'est pas très encourageant. Il y a d'une année à l'autre, il y a des améliorations, mais en même temps, je suis pas sûr que si c'est sur le chemin par rapport aux efforts, malgré ces femmes pertinentes et très importantes. Pour revenir à vous, ma question à vous, c'est que je sais que vous, très spécifique ou là où vous êtes en Afrique du Nord. Je voudrais comprendre donc les disparités pour les perceptions dans cette partie de l'Afrique et surtout les solutions qu'il y a. Je sais qu'à Ingressive, on investit dans les entreprises qui aident les femmes qui ont besoin d'avoir l'enseignement sur la pertinence par rapport à vraiment son aspect corporel. Et c'est important au Maroc
Ah ouais, ouais. Cependant, donc, quelles sont les solutions innovatives et les difficultés? Et donc, on se demande comment on suit et comment on réussit à faire ça. Donc, quels sont pour créer un environnement qui vous soutient, qu'est-ce qui fonctionne mieux pour vous dans ce domaine-là, surtout lorsque vous travaillez pour vous construire, quand vous construisez une entreprise réussie? Donc, quelle est la clé pour ce processus? Comment ça peut aider? Comment les collaborations, donc pour contacter les femmes différentes, pour les interactions, est-ce que il faut avoir une conversation, heu, donc d'avoir plus de gens qui sont impliqués, dans ces systèmes pour évaluer les besoins spécifiques et je crois que c'est très spécifique parce que c'est, je connais ça parce que la vérité, c'est que à ce moment, donc si on est sérieux, on veut voir toute l'Afrique d'avoir une bonne réussite à travers le continent. Donc, on n'est pas content de voir que l'Afrique, occidentale, l'Afrique de l'Est, le Rwanda ou tel pays, on veut voir ça tout ensemble, d'avoir plus d'événements dans ces endroits. Nous avons Qu'est-ce que ça veut dire, pour le progrès en allant donc oui, pour spécifique pour nous, pour, pour catalyser, pour nous amener à la fin de la conversation. Merci pour la question. Je pense que c'est une bonne question, mais je ressens qu'aujourd'hui, que il faut avoir plus d'entreprises fondées par des femmes. Elles sont sous-représentées, qu'ils ont un portefeuille diversifié pour les investisseurs, c'est très important. Donc, je pense que nous, en femmes fondatrices, on doit tirer avantage, bénéfice de cette situation. La question véritable, c'est comment nous faisons tirer la meilleure partie de cette situation. C'est le bon moment d'être une femme entrepreneur. Il faut garder ça, que nous pouvons le faire et je vais être très spécifique. D'abord, s'assure que vous êtes bien connecté. J'ai parlé du réseau, mais je crois également, et que Mich a dit ça de façon très bien. Donc, c'est le lever des fonds, ça prend du temps. Il faut que vous ciblez les bons investisseurs et que vous avez les bons efforts et le temps pour les investisseurs, que vous avez la meilleure chance de convertir un prospect à un investisseur. Il faut concentrer sur les femmes fondatrices pour chercher ces entreprises. Il faut faire les devoirs, avoir de parler à un investisseur parce que ça peut prendre des mois et des mois de parler et de ne pas convertir quelqu'un en investisseur si vous n'êtes pas préparé. C'est quelque chose en tant que fondatrice, vous pouvez le faire. Il y a des facteurs que vous pouvez régérer, mais il y a des facteurs externes. Donc, je crois également que le réseau n'est pas là par lui-même. Il faut faire en sorte qu'il faut être proactif. Il faut s'assurer d'avoir que vous parlez aux bonnes personnes. Il y a beaucoup d'événements qui traversent à travers le continent aujourd'hui. Les événements à JPEX au Maroc au mois de mai. Et pour les entrepreneurs, il faut participer à tous ces événements. Ça prend beaucoup d'efforts, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais c'est le bon endroit pour trouver des gens qui qui ont un intérêt dans votre industrie et dans votre continent. Donc, assurez-vous que vous construisez votre réseau pour des grands événements. Vous pouvez rencontrer plein de gens pendant ces événements et rester connecté avec ces personnes-là. Il faut travailler son réseau et là, ça peut déclencher des investissements, trouver des gens qui sont intéressés dans votre région, dans votre pays, dans votre industrie. Troisièmement, c'est super important de communiquer vos réussites.
En tant que femme fondatrice, j'ai commencé mon entreprise. J'ai eu le syndrome d'imposteur. J'avais honte de partager les choses sur les réseaux sociaux. Je voulais pas partager les images ou partager ce que je vais. Et j'ai changé beaucoup depuis une année. Et en fait, j'étais impacté pour le cofacteur. Donc, ça m'a pris encore 2 ans pour communiquer. Donc, pour trouver des gens intéressés. Donc, il faut célébrer vos réalisations, même si elles sont petites. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux et il faut communiquer ce que vous faites et dire ce que vous construisez, que vous êtes connecté organiquement et que les gens vont approcher. Donc, oui, on va parler, oui, et vous connaissez telle ou telle personne, tel ou tel investisseur et l'entreprise. Donc, c'est une bonne chose de faire que les gens sont intéressés sans pouvoir aller les chercher. Et il faut communiquer et célébrer vos réalisations. Et le dernier point, mais pas le moindre, c'est un facteur externe. Il faut être dans un écosystème qui vous permet d'avoir l'accès aux des programmes d'incubation. Donc, pour déclencher, ouvrir l'accès pour les investissements en bout de compte. Il y a beaucoup de programmes à travers le continent africain et ces programmes cherchent des entreprises des régions différentes. Ils cherchent des entreprises fondées par les femmes parce qu'ils ont besoin de la diversité. Donc, on va chercher des programmes et pour participer dans ces programmes parce que ces gens peuvent vous aider à trouver des investissements et pour les financiers. Voilà les 4 points que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Donc, ça pourrait vraiment, vous aviez identifié, j'étais dans une compagnie avec vos dames. Merci beaucoup de tout ce que d'être ici pour d'avoir partagé ces aperçus. Donc, on a continué, comme j'ai dit début le début. On a le temps, mais on n'a pas le temps. Donc, je me réjouis de voir les impacts de ces conversations. Merci de votre partage. Et merci Sophia, merci Bullet, merci Michel. On va clôturer la réunion maintenant. Et maintenant, on va passer donc pour la prochaine. Donc, c'était très important. Je me réjouis de voir à l'avance l'impact que nous pouvons avoir. Merci. 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 Au revoir. Donc, vraiment une énergie fantastique. Merci beaucoup pour ça, pour cette conférence d'inspiration. Merci beaucoup. Merci. Donc, Michel, Sophie Boulet, vous étiez super. Quelle conclusion, Sophia. J'étais vraiment inspiré par vos derniers mots. Je voudrais remercier nos autres, Isabelle Lesegina, Nana Raba avant, les conférenciers avant, ils ont apporté une contribution hors de prix. Je voudrais remercier Nestrit, c'est directeur du groupe pour les finances structurées du Fonds africain de garantie qui a parlé également. Aujourd'hui, les discussions sur l'influence des femmes dans les conseils d'administration a expliqué des aspects très importants sur le mentorat, les réussites régionales en Afrique et l'impact de la représentation féminine sur la performance financière. Pour conclure, mesdames et messieurs, on va continuer cet élan, on va le porter sur les programmes de mentorat et des politiques d'inclusion pour inclure les femmes dans les rôles au conseil d'administration en Afrique et utiliser les exemples que vous avez trouvés, la corrélation entre la diversité de genre et la réussite financière. Je voudrais remercier tous les intervenants d'hier et d'aujourd'hui, remercier notre public. Nous vous remercions aussi les sponsors Royal Bank, Proparco et Roche. Et merci beaucoup sur le Fonds garantie africain et la Banque africaine de développement pour cette coopération significative. On va continuer à
nos travail sur l'égalité, l'inclusivité et pour un avenir meilleur. Et on espère vous voir à notre événement prochain. Donc le forum CEO Africa qui aura lieu le 16 et le 17 au mois de mai 2024. Retenez cette date. On vous voit à Kigali. Merci beaucoup d'avoir participé et merci et prenez soin de vous.